falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Semaine de l'Écho. En France, comment résoudre l'équation budgétaire et politique ? Après Michel Barnier et François Bayrou, c'est au tour de Sébastien Lecornu de s'y atteler. Sans majorité, le nouveau Premier ministre promet la rupture et de larges consultations. Sa priorité, faire adopter un budget tout en stabilisant la dette, alors que les agences de notation sont aux aguets et une partie des Français dans la rue. Comment peut-il réduire le déficit sans casser la croissance ? Comment répartir équitablement l'effort et renouer le dialogue avec les Français ? Eh bien, c'est la question que je vais poser à mes invités. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Actors for Sustainability. Bonjour Éric Heyer, Bonjour. Directeur du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. J'accueille également Laurent Vronsky. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur général d'Ervor, dernière entreprise française à fabriquer des compresseurs d'air. Et vous êtes aussi secrétaire général du mouvement patronal Croissance Plus. Enfin, Philippe Wechter, directeur de la recherche économique chez le gestionnaire d'actifs Ostrom Asset Management. Bonjour à vous. Bonsoir. Sébastien Lecornu est donc le 5e Premier ministre nommé en 2 ans par Emmanuel Macron. Sa mission, faire adopter en urgence un budget. Comment peut-il réussir ? À quel compromis, à quelle rupture doit-on s'attendre ? Élément de réponse avec nos confrères de France 2. L'art de la guerre aura-t-il appris à Sébastien Lecornu l'art du compromis ? Pour faire passer un budget sans aucune majorité, des concessions s'annoncent inévitables. Par exemple, sur la taxation des plus riches. C'est le premier scénario composé avec la gauche. Taxer les grandes fortunes est une clé pour les socialistes dans ce budget 2026. Mais pour le PS, plus question d'utiliser l'article 49.3 qui permet de passer en force. Une négociation qu'on espère plus mature, eh bien, ça permettra derrière de faire passer des budgets. Parce qu'on a pu trouver des compromis, par exemple, sur la taxe Zuckman, on a pu trouver des voies pour avancer sur la fiscalisation des plus riches. À chaque fois, on a voté des choses comme ça dans les différents budgets, et à chaque fois, ça a été éliminé par les 49.3 successifs. Le bloc central pourrait ouvrir la porte à cette taxation des plus aisés. Autre scénario, aller chercher une majorité sur la question de la baisse des dépenses publiques. Une thématique incontournable à droite, mais aussi pour l'extrême droite, qui pose des conditions pour ne pas censurer le gouvernement. Si en revanche, on a un gouvernement qui écoute le premier parti de France, c'est-à-dire le Rassemblement national, et qui, par exemple, supprime l'aide médicale d'État et fait faire une cure d'amaigrissement à un État devenu obèse, alors nous serons peut-être plus cléments. Des exigences radicales. Alors pour rester maître du jeu, Sébastien Lecornu pourrait plutôt revenir sur la suppression des jours fériés. Abandonner cette mesure pourrait faire consensus. Mais le pari de concilier la gauche et la droite reste aventureux. Quand vous écoutez le son de cloche des LR, qui veulent plus d'économie, que vous écoutez le son de cloche des socialistes, les 2 piliers sur lesquels le gouvernement tient, ou en tout cas sur lesquels il ne tombe pas, sont en totale opposition, en totale contradiction. Le gouvernement devra aussi très vite trancher sur le montant des économies, 44 milliards d'euros ou moins à réaliser. Alors on l'a bien compris, Sébastien Lecornu est sur une ligne de crête avec en toile de fond la question budgétaire. On va voir les chiffres. La dette française dépasse désormais les 3 300 milliards d'euros. C'est plus de 113% de la richesse nationale. Première question, Éric Heyer, comment en est-on arrivé là ? Mais c'est la bonne question. Oui, au lieu de parler du niveau, en fait, il faudrait savoir pourquoi on en est là. Parce que finalement, on peut avoir une dette à 113, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est à quoi elle a servi. Est-ce que ça a servi à préparer l'avenir, à investir dans des infrastructures, dans de l'innovation, dans de la croissance de demain ? Ou est-ce qu'elle sert à uniquement avoir du fonctionnement ? Et moi, il me semble que dans la pédagogie du Premier ministre, ce qui manquait, c'était cela. C'est-à-dire, vous voulez dire de François Bayrou ? De François Bayrou, pardon. Et donc, globalement, notre analyse à l'OFCE, c'est que aujourd'hui, on a un déficit qui est un déficit normalement d'un pays qui est en récession, alors qu'on n'est pas en récession. Et quand on regarde pourquoi... D'ailleurs, les chiffres de la croissance, les prévisions, en tout cas, de la croissance pour cette année, 0,8% selon l'INSEE, sont supérieurs à ce qui était prévu.
Oui, c'est pas énorme, mais c'est pas de la récession. Depuis la crise sanitaire, on est à plus 5 par rapport à 2019. Donc on n'est pas en récession et pourtant on a un déficit qui est à 6%, enfin en 2024, 5,8, qui est extraordinairement élevé. Et quand on regarde pourquoi, c'est essentiellement, il y a une grosse partie qui est crise sanitaire et bouclier énergétique. Donc c'est-à-dire qu'on a soutenu le pouvoir d'achat des citoyens français pendant cette période-là. On ne doit pas soutenir le pouvoir d'achat par du déficit. C'est-à-dire on peut aider transitoirement, mais une fois qu'on a aidé, il faut demander à ces citoyens de rembourser, et c'est une partie de ces aides. Et donc, je pense que là, la pédagogie n'a pas été faite. Puisqu'on a fait des boucliers énergétiques, des boucliers qui ont bénéficié à tout le monde, il faut bien que tout le monde participe à ce remboursement, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit actif, qu'on soit inactif. Il va falloir qu'il y ait un effort collectif de ce point de vue-là. Ça, la pédagogie n'a pas été faite, sans doute parce que le bouclier, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre. On a l'impression au cours de cette crise qu'on n'a pas été aidé. Or, on a été aidé. En fait, c'est une mesure où on n'a pas perçu ce plafonnement de l'évolution des prix de l'énergie, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que dans les autres pays, on a fait des chèques, d'accord, pour soutenir le revenu. Donc, vous savez que vous avez été aidé parce que vous avez reçu un chèque. Nous, on a préféré maîtriser l'inflation, d'accord. Et donc, du coup, les prix ont augmenté, mais moins que si on n'avait pas fait le bouclier. Donc, du coup, on a reçu une aide un peu invisible. Et puisque personne n'a l'impression d'avoir été aidé, personne aujourd'hui n'a envie d'y contribuer. Ça, c'est un problème de pédagogie et le Premier ministre Bayrou aurait dû insister là-dessus. Y compris les entreprises, aujourd'hui, elles doivent contribuer à l'effort pour réduire les déficits, pour réduire la dette. Elles ont aussi été aidées pendant les dernières crises, on va dire, la crise énergétique ou la crise du Covid. Alors d'abord, je pense que votre question est intéressante parce que le déficit, il n'est pas apparu avec la crise du Covid. C'était il y a 5 ans. Donc on ne peut pas dire qu'on est rentré dans la crise du Covid avec des finances qui étaient saines, un budget à l'équilibre. Ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Mais il s'est creusé à ce moment-là. Il s'est creusé. Bon, alors évidemment, dans ce genre de situation que personne ne pouvait prévoir, si on n'avait pas aidé, on aurait dit c'est pas bien parce que tous les autres sont aidés, mais nous on n'est pas aidés. Donc il faut qu'on nous aide. Bon, alors maintenant évidemment on a aidé. Et ça, c'est une vision très macroéconomique. Je vais prendre un modeste exemple que je connais bien, qui est celui de notre entreprise qui est restée ouverte pendant toute la période du Covid. Et en tant qu'industriel, je peux vous dire que ça n'a pas été de la tarte. On a reçu en tout et pour tout, on a fait un tout petit peu de chômage partiel, on a reçu 25 000 € d'aide. Bon, donc on ne peut pas dire que c'est colossal. Parce que vous avez continué à Oui, travailler. Absolument, parce que moi je ne voulais pas qu'on ferme. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, moi mon sentiment, je veux dire que ça fait 35 ans que je suis dans le monde industriel et je trouve qu'aujourd'hui nous sommes face à des défis d'une ampleur sans précédent. Je veux dire que ce qui est en train de se passer par exemple avec l'IA est quelque chose qui va être pire qu'un tsunami. Ce qui se passe avec l'environnement, je veux dire qu'il n'y a pas besoin d'être un climatologue, il se passe des choses et donc là aussi c'est pareil, il va falloir investir, il va falloir revoir complètement le logiciel. Donc je pense que à un moment où on n'a jamais eu autant besoin d'investissement pour préparer l'avenir, c'est-à-dire les 5, 10 ans, 15 ans, je constate 2 choses. D'abord, on est exsangue. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une marge de manœuvre qui est extrêmement limitée. Et surtout, et je trouve ça catastrophique, il n'y a aucune vision pour le pays. Une vision, c'est pas la semaine. Une vision, c'est 5, 10, 15 ans. Je pense que vous partagez. Alors, tout à fait, parce qu'en fait, le débat sur la dette est absolument surréaliste au sens où on agite des chiffres comme on parlerait d'une comptabilité personnelle, ce qui est complètement absurde, puisqu'un budget d'État, par définition, il est censé accompagner une politique, une programmation et une vision. Vous avez tout à fait raison. Et alors là, silence radio. C'est-à-dire que non seulement on n'a aucune idée de réduire la dette, c'est pas un programme en soi. C'est nécessaire pour des tas de raisons économiques que tout le monde a compris, en fait. Mais en revanche, il faut savoir sur quelle ligne on appuie, pourquoi, comment, quel est l'impact que ça peut avoir. Là, on a un message qui émerge, qui est en gros, d'où la focalisation sur l'histoire des jours fériés. Un certain nombre de gens doivent travailler gratuitement, c'est ça qu'ils ont retenu. Donc ça, c'est pas terrible comme message. Et puis, par ailleurs, il n'y a rien sur l'environnement, il n'y a rien sur la dette écologique, alors que l'été a été plein de sécheresse, de canicules, d'un certain nombre de catastrophes. Et la façon dont aujourd'hui on doit raisonner est vraiment une autre grammaire budgétaire. C'est-à-dire de se dire, c'est quoi les investissements, à quoi ils servent, dans quel objectif, et si on doit investir tant, effectivement, du coup, on doit réduire tant à tel ou tel endroit, et toujours avoir une logique de, mais pourquoi ? Par exemple, l'explosion des arrêts de travail. La logique, c'est quand même sous-entendu tous ces gens qui s'arrêtent pour regarder Netflix tranquillement chez eux. La vérité et des médecins et des spécialistes, c'est que non, c'est pas ça. Il y a un vrai problème. Il y a une explosion des burn-out. Il y a un certain nombre de choses et qu'il faudrait travailler à la racine
plutôt que de se dire, on va couper les arrêts maladie, faire plus de choses comme ça. Peut-être que c'est nécessaire, mais travaillons aussi sur la notion en amont. Et c'est pas valable aussi pour la santé environnementale, c'est valable pour plein de choses où en fait on ne regarde pas les éléphants dans la pièce, ils finissent par coûter très cher, sont mal comptabilisés en l'état actuel dans le budget, et en plus effectivement les Français coincent parce qu'on leur dit serrez-vous la ceinture, mais ils ont envie de dire pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et alors effectivement il y a ce discours que on vous a aidé pendant le Covid, ce qui n'est pas faux. Mais la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Comment on va affronter les crises qui sont déjà là ? Et là, il n'y a pas de réponse, à part au secours la dette. Sachant qu'une des conséquences immédiates, ce sont que les taux d'emprunt de la France à 10 ans ont tendance à augmenter. On va voir ces chiffres qui vont s'afficher. La France emprunte désormais quasiment au même niveau que l'Italie et la Grèce. Philippe Wechter, y a-t-il pour autant un risque de crise de la dette publique en France ? Pour l'instant, on n'y est pas confronté, mais on voit quand même que depuis plusieurs mois maintenant, il y a une forme de dérive des taux d'intérêt français. Il y a quelques mois, on a vu les taux français passer au-dessus des taux espagnols, puis au-dessus des taux portugais. Maintenant, on est proche des taux italiens. On est passé au-dessus il y a quelques jours. Et donc, il y a on est repassé en dessous depuis ? Oui, on est repassé en dessous, mais globalement, l'idée, c'est est-ce que moi, investisseur, j'ai envie de prendre le risque français. C'est ça la question. C'est pas de dire la France c'est pas bien, c'est de dire est-ce que j'ai envie de prendre ce risque-là ou pas. Et très clairement, on voit bien que les investisseurs, il suffit de discuter avec des clients étrangers pour s'apercevoir que ils peuvent avoir le choix entre du risque espagnol, grec ou autre, et du risque français. Et compte tenu de l'instabilité politique potentielle qu'il y a en France, ils se disent, je préfère attendre, je reviendrai au moment opportun, mais je ne le fais pas maintenant. Ce qu'on voit, par contre, c'est que les investisseurs français, eux, restent très attentifs parce que les taux sont intéressants et qu'eux n'ont pas arbitré. Il y a un certain nombre d'assureurs qui achètent de la dette française parce que les taux sont plus élevés et que, comme ils vont conserver ces actifs dans la durée, pour eux, c'est pas très grave, en faisant l'hypothèse que, effectivement, l'État français ne fera jamais défaut. On a vu, effectivement, cette semaine, la France a pu vendre de la dette sans grande difficulté. Bien sûr, il n'y a pas de risque. On n'est pas encore, et j'espère qu'on ne le sera pas, dans un moment comme l'ont connu les Britanniques il y a quelques courtes années, ce qu'on appelle un moment Liz Truss, c'est-à-dire un moment où les perspectives qui sont dessinées par le gouvernement apparaissent totalement invraisemblables. C'était une première ministre très éphémère qui avait présenté un budget pas financé et qui avait fortement déplu au marché. C'était traduit par des taux d'intérêt très élevés. On n'est pas du tout dans cette configuration-là encore, donc on n'est pas en crise, mais on voit cette dérive qui se prolonge semaine après semaine. Vous avez l'air sceptique. Non, je suis d'accord quasiment avec tout ce que vient de dire Philippe Wechter, à part le mot dérive. Il n'y a pas de dérive, en fait, quand vous regardez. C'est-à-dire que, globalement, tous les taux d'intérêt ont augmenté. Comparons-nous au pays le plus vertueux, l'Allemagne. Vous voyez ? Et donc, l'Allemagne, les taux aussi ont fortement augmenté. Et donc, c'est l'écart avec le taux allemand qui est intéressant. L'écart avec le taux allemand était de 0,5, d'accord ? Et il est resté à 0,5 pendant un certain moment. Et puis, il y a eu la dissolution et on est passé à 0,8. Et depuis la dissolution, on est à 0,8. Donc, il n'y a pas de dérive, en fait. L'écart avec le taux allemand, qui est le taux le plus sûr, reste aux alentours de 0,8. Si c'est l'Italie qui était à des taux et des écarts avec l'Allemagne qui étaient aux alentours de 2 à 1,5 en début 2024, qui petit à petit montre qu'elle est un peu plus vertueuse et donc revient vers les taux européens. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, me semble-t-il, c'est de regarder que dans les marchés financiers, ils ne mettent plus beaucoup d'écart entre les taux européens. Que ce soit un taux grec, un taux français, un taux italien, un taux espagnol, c'est le même taux en fait. C'est exactement le même taux. Et qu'est-ce que ça révèle ? Et donc moi j'aurais une version plutôt positive, c'est que la croyance qu'il peut y avoir une explosion de la zone euro demain, est beaucoup moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était les années précédentes. C'est-à-dire que pourquoi l'Italie empruntait avec des taux 2 points au-dessus du taux allemand, il n'y a aucun sens. C'est la même banque centrale, c'est la même monnaie. Donc si vous croyez que la banque centrale est toujours là et que l'euro sera toujours là, il faut que les taux d'intérêt soient comme ils étaient avant la crise de 2008, c'est-à-dire identiques. Tout le monde empruntait à peu près au même taux. Et donc moi je vois plutôt ça dans un côté positif, d'accord ? Ça y est, il n'y a plus de spread. La France, il gagne moins que les autres, ça c'est vrai. Mais ça, on comprend, et c'est plus une crise politique. C'est le taux est passé,
l'écart est passé de 0,5 à 0,8 à cause de la dissolution. C'est pas parce que les finances publiques ont été dégradées, c'est que d'un coup, on se dit, il n'y a plus de pilote dans l'avion, on ne connaît pas de plan, on met 0,3 de plus. Est-ce que 0,3 c'est une crise financière ou est-ce que 0,3 c'est une dérive? Non, pour moi, c'est pas une dérive, c'est juste, allez, on met un petit écart-tube et se dire, allez, du coup, la possibilité de défaillance de l'Italie ou de la France ou de l'Espagne ou de la Grèce est identique. Moi, je trouve que c'est plutôt raisonnable et on a le même taux et c'est normal. Reste que la France est dans le viseur des agences de notation. On a bien vu quand même que ces derniers jours, quand on regarde au quotidien, il y a eu un écartement et on est revenu effectivement au-delà de 0,8 contre l'Allemagne. Donc il n'y a pas de drame. Je suis bien d'accord avec toi, Eric, mais on voit bien qu'il y a des arbitrages qui s'opèrent et qui sont moins favorables aux investissements sur l'actif français. Reste que le pays, pour rester sur la France, est dans le viseur des agences de notation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et y a-t-il matière à s'affoler? Pas grand-chose. Les agences de notation, il y a 20 ans, étaient un peu les grands Manitou des marchés financiers parce que les moyens qu'il y avait dans les banques étaient relativement réduits pour faire des comparaisons, etc. Aujourd'hui, vous avez dans toutes les grandes banques européennes, américaines, mondiales, des capacités d'analyse qui sont au moins aussi importantes que dans les agences de notation. Donc l'information, on l'a déjà. Le risque de soutenabilité de la dette française, italienne ou allemande, tout le monde l'a en tête. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les taux français sont, comme le montre le tableau, supérieurs aux taux espagnols ou grecs, mais avec une notation bien meilleure que l'Espagne ou la Grèce. Donc en fait, ce que va nous dire peut-être ce que vont nous dire les agents de notation, c'est on recale nos notations sur les informations de marché plus que le contraire. Il y a 20 ans, c'était le contraire. On ajustait les taux d'intérêt en fonction des informations des agents de notation. Aujourd'hui, ce sont les agents de notation qui s'adaptent. Et globalement, l'impact, s'il y a ajustement, sera très minime. Je veux réagir. Oui, un point important, c'est qu'on ne relie pas les choses. C'est-à-dire concrètement, un des gros sujets de l'ampleur de ce déficit, c'est le montant de la facture énergétique. Et pendant ce temps-là, le gouvernement Bayrou n'a pas adopté le décret d'application qui était pourtant prêt sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui serait un des bons moyens de faire de l'économie en programmant en particulier le renouvelable, le nucléaire, qui permettent de sortir des énergies fossiles, qui sont une grande partie de ce déficit. Et donc on a un emprunt à 10 ans qui ne sert en rien, un programme de l'énergie qui est même stoppé alors qu'il était sur le bord du plongeoir. Donc on a bien aujourd'hui une espèce de logique très financière qui est compréhensible pour les marchés, mais qui n'est pas normalement la tâche d'un gouvernement qui doit avoir une vision claire de là où il va, et à 10 ans. Et en fait, c'est aussi ça qui est c'est là où je voulais en venir, c'est ça qui est dans le prix à payer, c'est qu'on ne sait pas où il va, donc ça coûte un peu cher aussi. Je pense que le gros problème, il est là, c'est ce que disait Eric aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'histoire à raconter. Non. On a une vision très immédiate, on regarde le déficit, on dit il va falloir travailler 2 jours de plus, mais quel projet quel projet il peut y avoir? Et sur cette question écologique, il y a une vraie rupture qui a été observée et qui est extrêmement préoccupante à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne. Le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen mentionnait très peu la question du climat, alors que précédemment, c'était un thème qui était souvent abordé. Ce n'est plus une priorité. C'était l'inverse, en fait, oui, de la même absolument. Personne. De la même personne. Alors oui, tout à l'heure, je vais reboucler avec la première question que vous avez posée en disant, voilà, les entreprises ont été aidées, est-ce qu'elles doivent contribuer? Oui, je veux dire qu'il y a parfois... on vit dans un monde, dans notre pays, dans un monde un peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'au même moment où on a donc aidé, on a dopé le pouvoir d'achat au niveau des carburants, il y avait des aides pour justement éviter d'utiliser du carburant fossile, et on donnait des aides aux entreprises, notamment, mais aussi aux autres, pour justement passer à l'électrique, etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même un truc un peu schizophrène, et la manière dont l'argent a été dépensé, je veux dire, n'a pas toujours été assez vertueux. Parce que donc du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on aide les gens à acheter du carburant moins cher, ou on les aide à s'en passer? Est-ce qu'il y a du tri, justement, à faire dans les aides publiques aux entreprises? On fait les deux en même temps. Oui. C'est tout le problème. C'est un peu compliqué de faire ça, même si on est ambidextre.
C'est ça. Non, mais il y avait un budget de crise. Enfin, il faut se rappeler, pendant la crise sanitaire, on faisait pas les malins. On ne savait pas de quoi demain serait fait. On a fermé l'économie. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Qu'on ait été trop généreux à ce moment-là, moi, je leur jetterai pas la pierre. C'était compliqué, etc. Donc, on a fait des aides généreuses. Je serais beaucoup plus critique sur le bouclier énergétique. Au moment de la crise énergétique, très sincèrement, il y avait d'autres solutions que de faire ce bouclier qui était, certes, quelque chose d'intéressant, parce qu'on est le pays qui avons eu le moins d'inflation au cours de cette période-là. Et ça, au bout d'un moment, les entreprises vont être gagnantes, les entreprises françaises. Pourquoi ? Parce que l'inflation ayant beaucoup moins progressé en cumulé en France qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'au Royaume-Uni, qu'aux États-Unis, les salaires qui vont être proposés aux salariés français pour maintenir le pouvoir d'achat vont progresser beaucoup moins vite en France que partout ailleurs chez nos partenaires. Donc, il y a quand même des gains de compétitivité à attendre de ce point de vue-là. OK, donc c'est pas pour tout de suite, ça sera pour dans quelques années. OK. En attendant, on a soutenu du pouvoir d'achat de façon extraordinaire et ça, on ne doit pas le financer par du déficit. Et donc, faire de la pédagogie pour dire, et c'est pas les entreprises, mais dire des ménages aisés comme des ménages modestes, des ménages ruraux, comme des ménages urbains, des actifs comme des retraités, vous avez tous été aidés. Ça a été rappelé par un rapport de la Cour des comptes, plus de 50 milliards d'euros. Ces 50 milliards d'euros, il va bien falloir que chacun de ces citoyens y contribue. Et c'est pour ça qu'il va bien falloir réfléchir à, pas forcément par quel mécanisme, mais qui va devoir, et les plus riches, comme les retraités, comme les actifs, comme l'État, vont devoir, enfin les fonctionnaires vont devoir participer. Donc il ne faudra pas dire non, les plus riches n'y participeront pas, ou les fonctionnaires, tout le monde va devoir y participer. Oui, alors maintenant, je vais reboucler sur la question de la notation, je veux dire, parce que je trouve que depuis 3-4 semaines, je veux dire, vraiment, on joue à se faire peur, quoi. Vous voyez, je veux dire que les gens sont déjà dans une incertitude majeure et on en rajoute. Vous voulez dire en dramatisant la dette, le montant de la dette ? Non, mais je veux dire, sur la notation, moi, je fais juste une remarque. Je veux dire que là, ce soir, il y a une échéance pour savoir si la note française va être abaissée. Mais comment est-ce qu'on peut noter la dette française sans avoir le projet de budget du gouvernement ? Donc moi, je pense que là, il y a quand même un truc assez hallucinant. Et je pense, je ne suis pas un organisme de notation, mais je pense qu'ils vont quand même attendre de voir ce que le nouveau gouvernement va proposer au niveau du budget avant de donner une note sur la France. À suivre. En tant que chef d'entreprise, cette instabilité politique, comment elle affecte votre activité ? Alors, elle n'affecte pas notre activité directement pour une raison très simple, c'est que nous, notre entreprise est résolument positionnée à l'export. Nous, on exporte plus de 90% en dehors de la zone euro. Donc, on ne dépend pas, si vous voulez, du comportement des agents économiques qui sont franco-français. Et quand je vois ce qui se passe, heureusement. Mais par contre, on le voit bien, je veux dire que tout à l'heure on a parlé des chiffres de croissance. Nous, on travaille avec énormément de sous-traitants industriels. Je pense qu'une grande partie de ces chiffres de croissance sont dus à du restockage, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Parce que je suis industriel, je sais très bien ce qui se passe. Quand on n'a pas de travail, on restocke. Bon. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas d'impact direct. Vous voyez, on est beaucoup plus touché par des choses comme la politique de M. Trump. On va en parler. Mais d'autres chefs d'entreprise n'aiment pas l'incertitude, c'est le moins que l'on puisse dire. Un exécutif sans majorité est un pays peut-être sans budget. Quel impact sur les investissements ? Je propose de regarder le reportage de nos confrères de France 2. Au Pen Mirabeau, près de Marseille, ce patron a le pied sur le frein. Il est la 3e génération de créateurs de parfums en Provence. On est en train de produire le Royal Gold, qui est l'un des best-sellers de l'entreprise. Mais les ventes sont en recul ces derniers mois. Alors, dans cette PME d'une 60aine de salariés, Laurent Cohen reste prudent. Il renonce cette année à créer 3 nouveaux postes. Il y a 3 embauches essentielles, des postes importants, des postes structurants, sur lesquels on prend un peu plus de temps parce qu'on attend de voir ce qui va se passer. L'incertitude et l'instabilité politique entraînent une instabilité économique. Autre chantier mis à l'arrêt, la création d'une 2e chaîne moderne de conditionnement comme celle-ci. Face aux incertitudes, l'investissement d'1 million d'euros est jugé pour l'instant trop risqué. Même prudence dans cette PME en région parisienne. Ici sont fabriqués des meubles professionnels pour l'hôtellerie et la restauration. Clément de Souza, créateur de cette entreprise il y a 38 ans, renonce à investir plusieurs centaines de milliers d'euros dans cette machine.
Elle a bientôt 10 ans. C'est une machine où on commence à réfléchir, à penser à investir vers une machine plus récente. Sauf que, étant donné l'environnement, on va dire, d'instabilité actuelle, avant de penser aux investissements, on pense avant tout à la pérennité et on pense à la possibilité de pouvoir conserver nos collaborateurs et nos emplois. Des doutes et des choix aujourd'hui bien compris par les salariés. On veut racheter des camions, on va attendre. On devait changer la machine, on va attendre. Même il y a des choses qu'on doit faire, justement, changer les luminaires et tout. Pour l'instant, on est un petit peu, on va déjà payer nos fournisseurs, payer tout ça, et après, on verra comment ça se passe. Autre priorité, terminer de rembourser l'emprunt contracté lors de la dernière crise, celle du Covid. 60 000 € de trésorerie à sortir d'ici mai prochain. On entend la prudence, l'attentisme de ces chefs d'entreprise. Au sein de Croissance Plus, quelle est l'atmosphère que vous disent les chefs d'entreprise que vous côtoyez ? Certains disent la même chose. Parce qu'après, si vous voulez, c'est la différence qu'il faut bien comprendre, c'est que notre métier en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre des risques. Mais le risque, ça se mesure. L'incertitude, ça ne se mesure pas. Donc après, chacun a une tolérance différente par rapport à l'incertitude. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui sont comme les deux chefs d'entreprise qu'on vient d'entendre. Maintenant, quand vous êtes sur des marchés où vous avez une demande qui est forte, où vous avez un peu de visibilité sur le carnet de commandes, ce qui n'a rien à voir avec la visibilité politique, bien après, je dirais, vous êtes dans un choix kafkaïen, c'est-à-dire en clair, est-ce que je prends le risque ou pas ? Donc, il faut bien faire la différence entre les entreprises qui sont tournées vers l'export et qui ont donc un marché diversifié, celles qui mais effectivement, qui sont aussi emmenées dans une guerre commerciale. Ça, c'est encore autre chose. La cerise sur les gâteaux. La vie sans risque, ça n'existe pas. Mais par rapport à ce qu'ont dit ces deux messieurs, qui, je pense, sont résolument sur le marché français, je comprends tout à fait leur inquiétude et leur prudence. Parce que s'ils prennent une mauvaise décision, je veux dire que ça peut coûter la vie de la boîte. Que disent peut-être les études sur les carnets de commandes des entreprises ou sur le sentiment de ces chefs d'entreprise ? Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, vous voyez, jusqu'en 2023, lorsque l'INSEE ou la Banque de France questionnaient les chefs d'entreprise et essayaient de connaître les freins à la production, il n'y avait pas de doute. Les principaux freins, c'était les problèmes d'offres, problèmes d'approvisionnement, difficultés de recrutement, aucun problème de demande. Les carnets de commandes étaient pleins à craquer. Le retournement, c'est fin 2023, début 2024, où là, mais partout en Europe, c'est ça qui est intéressant, c'est que le principal frein, qui était l'approvisionnement, devient le dernier frein. Ça y est, à peu près, les chaînes d'approvisionnement sont revenues à la normale. Les difficultés de recrutement restent élevées, mais beaucoup moins élevées que pendant la crise sanitaire. Et les carnets de commandes qui étaient pleins, maintenant sont vides, et c'est ça le premier frein. Et en France, c'est assez singulier, un peu partout en Europe, c'est-à-dire qu'il y a les freins de les carnets de commandes en interne et l'externe lié à la guerre commerciale. Et donc c'est là où aujourd'hui on se dit effectivement, les chefs d'entreprise perdent beaucoup plus le moral quand ils n'ont pas de carnet de commandes que pendant la période sanitaire où les carnets de commandes étaient pleins, ils n'arrivaient pas à produire, mais ils avaient vendu. Ils se disaient, allez, ça va arriver. Donc, ils continuent à investir, continuent à embaucher. Là, c'est un frein. Et donc, Laurent Wroski disant, on n'arrive pas trop à mesurer l'incertitude. Une façon de le mesurer, tout de même, c'est les taux d'épargne. Et on voit les taux d'épargne un peu partout. Mais français. Et français, mais dans beaucoup de pays, être très élevés. Ça mesure quand même, quelque part, l'incertitude des ménages. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas, on préfère... Voilà. Et donc, si vous avez des taux d'épargne élevés, vous avez moins de consommation. S'il y a moins de consommation, les carnets de commandes sont plus faibles. Et donc, redonner un peu confiance aux consommateurs, arrêter de leur dire qu'on est au bord de la faillite, on est en danger mortel, dire qu'il y a une voie qui ne sera pas simple, il y aura des efforts à faire, mais il y a une voie pour qu'ils recommencent à consommer normalement pour que les entreprises aient des carnets de commandes. Et avoir confiance. Ouais. Alors, c'est un point crucial en France, puisque la moitié de la croissance, c'est la consommation. Et en fait, la consommation a été totalement freinée pendant le Covid. On a commencé à dire il y a des matières essentielles, il y a des matières non essentielles. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des gens qui, dans les produits, là on parlait de B2B, c'est-à-dire de matières industrielles, où là, effectivement, des carnets de commandes. Mais tout ce qui est B2C, c'est-à-dire la consommation, en particulier textile, mais pas que, est en train de dégringoler. On est en déconsommation. Et donc, vous avez des secteurs entiers qui sont... alors, on voit avec les fermetures de magasins, etc. Et ça, là, l'incertitude politique joue à fond. Et d'où, effectivement, les taux d'épargne. Parce que vous ne pouvez pas à la fois expliquer à un pays qu'on est au bord du gouffre, qu'on va être sous la tutelle du FMI et je ne sais quelle autre... absurdité, pour effectivement leur dire mais allez-y, allez dans les magasins, jetez votre argent par les fenêtres, il n'y a pas de souci, mais ça ne peut pas marcher. Et donc là, ça devient très très inquiétant parce que ça devient structurel en fait.
Oui, je voudrais revenir. Donc, j'ai bien compris ce qu'a dit Éric hier, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il le sait très bien. Je veux dire qu'un décideur économique dit voilà, j'achète. C'est ce qu'ont dit ces messieurs. J'achète une machine 20 000 euros. Bon, qu'est-ce qui peut se passer si je peux pas la payer, etc. Ça, vous pouvez le mesurer. Quand vous rentrez dans une zone d'incertitude où on vous annonce toutes les catastrophes possibles, là, on n'a pas parlé des risques géopolitiques. Mais ça donne mal à la tête et une aspirine, quoi. Hein. Bon, alors vous dites, oh là là, finalement, le meilleur investissement que je puisse faire, c'est précisément de ne rien faire. Et c'est comme ça qu'on commence les crises. Parce que vous avez une partie de l'économie qui est une économie de subsistance, dont on ne peut pas se passer. Mais après, il y a des choses dont on peut se passer. Qu'est-ce qui fait que vous changez de voiture, vous changez de canapé, vous achetez ci, vous achetez ça. Donc, et là, on en est là. Éric et Philippe Wechter, on dresse un constat assez sombre avec une consommation des investissements en stand-by. Les marchés financiers, les investisseurs, s'ils continuent, on l'a dit, à tout de même acheter de la dette française, est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de bouder les entreprises françaises, les entreprises du CAC 40, pour se tourner vers d'autres entreprises étrangères, leurs concurrents, je sais pas, aux États-Unis ou allemands, ou est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? C'est déjà le cas. Les performances du CAC 40, si on prend cet indice-là, sont bien moindres que celles des pays voisins. Donc il y a une incertitude, une façon de dire, voilà, l'environnement est plutôt perturbé en France et je n'ai pas envie de prendre ce risque-là. C'est aussi bête que ça. Hein. C'est l'avantage d'une certaine manière de la zone euro. C'est que, comme le disait Éric tout à l'heure, on a une seule banque centrale, on a une même monnaie, etc. Donc on peut choisir les risques beaucoup plus facilement, et de ce fait-là, le risque français apparaît un peu plus élevé que les autres, et c'est pour ça qu'on s'en détache. Mais je voulais revenir sur la question de l'investissement. Les choses sont assez simples quand on regarde la manière dont se décident les investissements à l'échelle macroéconomique. Quand vous avez une incertitude sur les règles qui vont être appliquées sur le plan fiscal, sur le plan de l'amortissement, personne ne veut prendre ce risque-là. Le principal élément qui est important pour l'investissement, c'est la clarté des règles et de ce qui va se passer. À partir du moment où vous ne savez pas quelle sera la règle d'amortissement l'année prochaine, vous êtes plutôt plus prudent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Christine Lagarde a écrit au Parlement européen au plein mois d'août. Christine Lagarde, qui dirige la BCE, justement, en les alertant sur le fait que l'Europe a décidé de changer ses règles du jeu sur ce qu'elle attend comme comme données environnementale et sociale des entreprises. Et en fait, Christine Lagarde les a alertés sur le fait de dire, déjà, de faire descendre du train des entreprises, qui est déjà parti, c'est un petit problème. Mais ensuite, on a besoin, nous, pour évaluer les risques climatiques qui sont dans les entreprises, dans les acteurs financiers, on a besoin de données solides. Et en fait, le process politique qui est en cours a l'air de dire, on va faire voler tout ça en éclats et on n'aura rien, on va encore reperdre 3-4 ans. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que le discours de la patronne de la BCE, c'était de dire, mais attention, on va plus savoir mesurer le risque. Et là, on a aussi cette incertitude qui est en train d'arriver puisque ces risques se matérialisent. Et on n'aura pas d'éléments pour les mesurer. On va s'intéresser aux Français. Certains étaient dans la rue ce mercredi pour protester contre les coupes budgétaires et réclamer plus de justice fiscale. Je vous propose d'écouter quelques réactions. C'est important parce que ce qui se passe, c'est vraiment révoltant. Le gouvernement est en train de nous expliquer qu'il y a une dette à rembourser, que c'est catastrophique. Et qu'on n'a pas le choix que de sacrifier, de serrer la ceinture. Mais la réalité, la question qui ne pose pas, c'est qui a profité de cette dette et qui l'a creusée. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, les plus grandes fortunes de ce pays, les plus grands patrons d'entreprises, les actionnaires, ils ont énormément profité de cette dette-là. On parle d'une dette publique, mais ça fait depuis 2017 que Macron est au pouvoir. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Moi, j'ai été à l'hôpital pour accoucher. On m'a dit, écoutez, restriction de couche, votre enfant, il faut le changer moins. Il y avait une salle, par exemple, à l'hôpital, une salle pour que les mamans se retrouvent pour les collations, etc. Ça a été fermé, faute de budget. Vous estimez que... Mais je trouve qu'on paye des impôts. Ok, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces impôts? Payer, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, on veut avoir des retours que derrière, le service public, il aille bien. Le problème, c'est qu'on a des politiques qui s'occupent, j'allais dire, de continuer à détruire la planète, de continuer à détruire les acquis sociaux, de continuer à détruire les services publics, rien que pour leur profit, et sans tenir compte de l'avenir et de ce qui pourrait se passer dans 10, 20 ou 30 ans. Beaucoup de réactions. Éric Heyer, vous le disiez tout à l'heure, une taxation des plus riches devient absolument inévitable? Sans doute. Enfin, vous voyez, si on essaie de prendre les statistiques fournies par l'INSEE, vous voyez, vous avez effectivement...
alors qu'on est l'un des pays les plus redistributifs du monde. D'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, globalement, les inégalités avant redistribution, c'est x18, après redistribution, c'est x3. Malgré ça, depuis cette période, ce que nous dit l'INSEE, c'est qu'en 2024, le taux de pauvreté n'a jamais été aussi élevé depuis qu'il le mesure, c'est-à-dire depuis le milieu des années 90. Il marche toujours, mais il n'évite pas l'explosion du taux de pauvreté qui est à 15,4. Vous voyez, c'est un niveau jamais atteint. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'au cours de cette période des crises sanitaires, le salaire moyen, d'accord, a perdu en pouvoir d'achat. 2,2 nous dit l'INSEE, c'est-à-dire qu'il a augmenté, mais moins que les prix. Ce que nous dit effectivement les statistiques, c'est que la concentration des richesses n'a jamais été aussi importante aussi, d'accord, par le patrimoine. Donc effectivement, toutes ces statistiques mis bout à bout fait dire que là, aujourd'hui, puisqu'on est obligé, et ça va avec le sujet précédent, de faire 120 milliards, entre 120 et 130 milliards d'économies. C'est ça l'engagement. Vous voyez, c'est pas 44 milliards, c'est 130. La question va bien se poser de qui va devoir le payer. Si vous dites, c'est pas les ultra-riches, c'est pas les plus modestes, parce qu'on va pas faire payer. C'est la classe du milieu. Elle va dire, mais attendez, j'ai perdu en salaire réel, le taux de pauvreté a augmenté. Il n'y a aucune raison que ces 120 milliards, 130 milliards soient concentrés uniquement sur la classe du milieu. C'est pour ça que moi, je pense qu'on est obligé de faire participer aussi les classes aisées qui ont augmenté leur richesse patrimoniale depuis. C'est un peu inévitable. C'est pas suffisant. Je ne crois pas les 25 milliards de la taxe Zuckman. Ce sera beaucoup moins que ça. Alors, mais on est obligé de commencer gros, à dire, bien sûr, que tout le monde y participera, y compris les plus riches. On ne peut pas dire c'est que la classe du milieu qui va payer pour tout le monde. Ça, c'est pas possible. Une taxe Zuckman, vous y êtes favorable, Laurent Wronski ? Alors, j'y suis complètement opposé pour des raisons purement économiques. C'est-à-dire que je pense... Si on doit en débattre, il faut faire une seconde émission. Il faut tous en gros, juste expliquons d'abord que c'est un impôt plancher de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Ça devrait concerner 1800 foyers et rapporter, alors selon entre on va dire 10 et 50 milliards d'euros par an. Je pense que c'est avant tout un marqueur politique et c'est ça qui me dérange. Vous voyez, il y a une chose intéressante. Il y a une des dames qu'on a interviewée et qui a expliqué, voilà, je voulais accoucher, il n'y avait pas de place, etc. Et le débat... La défaillance des services publics. Oui, justement, je pense que la question qu'on doit d'abord se poser, c'est l'efficacité de la dépense publique et des services publics. Et ça, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique. Chacun de nous est consommateur de services publics et je pense que chacun de nous peut apprécier l'efficacité des services publics. Ce qui me dérange dans la taxe Zuckman, c'est l'idée qu'il y a derrière. C'est-à-dire, voilà, finalement, il n'y a pas de problème. La dépense publique est bien utilisée. Les services publics fonctionnent extrêmement bien. C'est juste temporairement un preuve de fin de mois. Donc, on va prendre à ceux qui en ont pour renflouer, je dirais, les caisses de l'État. C'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est très manichéen et très politique. Je pense que économiquement, il y a des vraies questions à se poser sur la manière dont l'argent est dépensé. Et la bonne nouvelle, je pense qu'il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Alors qu'avant, on disait, c'est l'affaire des patrons. Non, aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Et tout le monde a aussi pu expérimenter l'inefficacité du système. Tout le monde a dit, c'est ces petits détails. Mais des gouttes d'eau, plus des gouttes d'eau, plus des gouttes d'eau, ça fait un océan. Je vous voyais réagir. Le sujet en fait de la taxe Zuckman est effectivement un sujet politique. Il est défendu par le Parti socialiste. C'est-à-dire le fait que, quoi qu'il arrive, effectivement, demander à une seule catégorie de population qui vit assez mal la situation actuelle, que c'est elle pour je ne sais pas quelle raison, enfin c'est quasiment injustifiable de ne pas demander un effort supplémentaire. Ça, c'est une première chose, mais c'est politiquement. En revanche, la question et qui est portée par Zuckman en général, c'est effectivement la question de l'impôt sert à financer les infrastructures, les services publics, etc. Ça, c'est déjà quelque chose qui a été un peu perdu et qui est revenu au centre, qui est effectivement, puisqu'on doit payer des impôts, ce que quand même beaucoup de Français considèrent comme tout à fait normal, la question, c'est comment ils sont employés, comment ils sont faits. Et c'est ça, ce débat, il ne peut pas être occulté. Est-ce qu'il sert effectivement des causes environnementales qui deviennent de plus en plus urgentes parce que les gens voient l'Aude ravagée par les incendies ou des problèmes de sécheresse dans le monde agricole, etc., etc. Donc là, il y a un sujet qui est absolument incompréhensible, je pense, et ça se voyait très bien dans le reportage, pour les citoyens, qui est de dire on demande un débat sur qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi. Et ce qui est intéressant cet été, c'est qu'il y a quand même eu la signature de la pétition contre la loi Duplon, c'est-à-dire plus de 2 millions de Français qui ont pris le temps de demander un débat sur quel modèle agricole, de quelle façon on le fait. Et ça, non seulement ils n'ont pas ça, mais en plus, ils ont un côté, de toute façon, on est en faillite, on ne peut plus rien faire, à part vous taxer, on ne sait pas très bien comment, mais c'est ça, c'est un discours désastreux en fait.
Oui, mais en un mot, bien sûr qu'il faut faire des efforts sur la dépense publique. Vous voyez, mais dans le programme Bayrou, si on le prenait, voilà, il y avait quand même 5 milliards à trouver dans l'État, 5 milliards sur la santé, d'accord, 5 milliards sur les collectivités. Ça fait, même si on devait y arriver, imaginons, mais c'est déjà beaucoup, ça fait que 15. Vous voyez, dans les 44 milliards, ça veut dire qui va financer le reste. Et vous voyez, et se dire ce sont les ménages modestes qui vont le financer, c'est pas entendable. Et donc il est normal, d'accord, alors peut-être c'est pas la taxe Zuckman peut-être qu'il faut faire, mais il est normal de dire oui, bien entendu que les ménages aisés vont devoir y contribuer. Et donc le problème n'est pas comment on va leur prendre cet argent-là, mais est-ce que vous êtes d'accord pour y participer ? Et c'est ça qui est important. Et donc, à mon avis, il est là le débat. C'est peut-être pas une taxe Zuckman, mais ça va être une taxe sur les plus riches. On ne le tranchera pas ce soir, car nous n'avons plus de temps. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci pour vos éclairages. Merci. L'information continue sur France 24.